Mon grand-père m'a légué son chalet, mais ma mère l'a donné à ma sœur, Caroline n'en a pas besoin. Je les ai poursuivis en justice, et ce que le juge a découvert l'a poussé à demander à ma mère, avez-vous quelque chose à dire avant que je ne transfère ce dossier au procureur? Mon grand-père m'a laissé sa cabane, le seul endroit où je me suis toujours senti en sécurité. Mais ma mère, Suzanne, a donné les clés à ma sœur, Molly, et l'a laissée emménager. Elle pensait que j'étais une mauviette, une archiviste tranquille qu'elle pourrait facilement manipuler, alors je les ai traînés en justice. Et ce que j'ai découvert lors de la phase de e-discovery a tendu un piège qu'elle n'avait jamais vu venir. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer ce qui va se passer. Assurez-vous d'être abonné pour la suivre jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux. D'où dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. Le chagrin était un poids physique, une pierre froide dans mon estomac que ni le thé ni le sommeil ne pouvaient réchauffer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'enterrement de grand-père Arthur, et le monde semblait encore assourdi, comme si la couleur avait été drainée de tout. J'étais assise à mon petit bureau d'appartement, entouré de cartes de condoléances que je n'avais pas eu l'énergie d'ouvrir, lorsque l'email a retenti. Il venait de ma mère, Suzanne. L'objet était simplement « cabane ». Mon cœur a fait une étrange et douloureuse embardée. La cabane. C'était le sanctuaire de grand-père Arthur, et par extension, le mien. Il m'avait appris à identifier les constellations sur son porche bancal, à empiler correctement le bois de chauffage, et à être assez silencieuse pour voir les cerfs au crépuscule. C'était la seule partie de mon héritage qui m'importait vraiment. En tant qu'exécutrice testamentaire, je connaissais son contenu par cœur. La cabane, le terrain et tout son contenu m'étaient légués. Caroline, sade petite archiviste, comme il l'avait écrit de sa propre main. J'ai ouvert l'email. Il était bref et d'une décontraction glaçante. Caroline, juste pour te dire, j'ai donné à Molly le double des clés de la cabane pour qu'elle puisse emménager. Elle est tellement excitée d'avoir enfin son propre espace pour travailler sur sa marque. Elle prévoit de repeindre la cuisine ce week-end. Cette affreuse couleur peint devait disparaître. Ne t'inquiète pas pour les services publics. Je les ferai transférer à son nom. Maman. Je l'ai lu une fois, puis 2 fois. Les mots se sont mélangés, formant un nœud de glace dans ma poitrine. Donner les clés à Molly. Emménager. Repeindre. J'ai attrapé mon téléphone, mes doigts tremblant si fort que je pouvais à peine le déverrouiller. J'ai composé le numéro de ma sœur à toute vitesse. Elle est allée directement à la messagerie vocale, sa voix pétillante de pop-gum gazouillant, « Salut, vous avez Molly. Je suis probablement en train de faire quelque chose d'incroyable, alors laissez un message. Molly, rappelle-moi maintenant, ai-je dit, ma voix sonnant creuse et distante même à mes propres oreilles. C'est à propos de la cabane. J'ai ensuite essayé ma mère, elle a décroché à la 2e sonnerie. Oh, bien. Tu as eu mon email, a-t-elle dit, sa voix légère. J'entendais le cliquetis de son clavier en arrière-plan. En tant que directrice de banque, elle était toujours multitâche. Tu lui as donné les clés, ai-je demandé. Les mots sont sortis comme un murmure étranglé. Oui, je viens de le dire. C'est une merveilleuse opportunité pour elle, Caroline. Ce travail d'influenceuse qu'elle fait nécessite une certaine esthétique. La cabane est parfaite pour sa marque rustique chic. Elle a déjà un partenariat pour un matelas. Maman, ai-je dit, me levant si vite que ma chaise a couiné en protestant. Tu ne peux pas faire ça. La cabane n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. C'est à moi. Grand-père me l'a laissé. Tu étais à la lecture du testament. Tu le sais. Il y eut un soupir à l'autre bout du fil, le long soupir abattu qu'elle faisait toujours quand elle sentait que j'étais difficile. Caroline, ne sois pas si technique. Tu vis à 2 heures de route. Tu as ton travail, ton appartement. Tu es stable. Molly a besoin de ça. Elle essaie de construire quelque chose. Et honnêtement, que vas-tu faire d'une vieille cabane poussiéreuse? Elle est pratiquement à elle maintenant. Tu devrais être heureuse pour elle. Heureuse? Ma voix se brisa. Tu as agi derrière mon dos, en tant qu'exécutrice testamentaire, et tu as donné ma propriété. Oh, arrête avec ces bêtises d'exécutrice. Ce n'est qu'un bout de papier. Nous sommes une famille. Et en tant que ta mère, je te dis que c'est ce qu'il y a de mieux. Molly a besoin d'un coup de pouce. Et moi, de quoi j'ai besoin?
Je criai maintenant, la pierre de chagrin dans mon estomac se transformant en volcan de rage. Et qu'en est-il de ce que grand-père voulait? Ton grand-père était un vieil homme, a-t-elle dit, et la soudaine froideur de sa voix m'a arrêté net. Il était sentimental. Il ne comprenait pas le monde réel. Maintenant, j'ai un appel à prendre. Nous pourrons en parler plus tard, après que tu te sois calmé. La ligne a cliqué, me laissant dans un silence plus assourdissant que n'importe quel cri. Je me suis effondré sur ma chaise, la pièce tournant. Ce n'était pas juste la cabane. C'était la facilité avec laquelle elle m'avait rejeté la dernière volonté de grand-père Arthur. Le vol désinvolte et cruel de la seule chose qui me rattachait encore à lui. Elles avaient brisé mon deuil et volé le dernier morceau de réconfort que j'avais. J'ai regardé les piles de papier sur mon bureau, mon travail d'archiviste juridique. Je traitais des faits, des documents, des accords contraignants, et celui de grand-père Arthur était le document le plus contraignant de tous. Ma mère avait fait une terrible erreur. Elle avait oublié qui j'étais, ce que je faisais dans la vie, et ce qu'elle venait d'essayer de me prendre. La trahison était pire que le chagrin lui-même. Les 24 heures suivantes furent un tourbillon de froide fureur. J'ai conduit les 2 heures jusqu'à la cabane, ma petite berline avalant les kilomètres sur l'autoroute familière qui serpentait dans les montagnes. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je n'en avais pas besoin. J'avais ma propre clé, l'originale, celle que grand-père Arthur m'avait donnée quand j'avais 16 ans, attachée à un porte-clés en cuir tressé qu'il avait fabriqué lui-même. Quand j'ai remonté la longue allée de gravier, mon cœur s'est serré. Le SUV beige de ma mère était garé à côté d'une décapotable rose vif que je ne reconnaissais pas. Et Molly était sur le Porsche de mon grand-père, posant pour une photo. Elle avait une main sur sa hanche, ses cheveux en vague parfaite, faisant la moue devant un téléphone posé sur la balustrade. Elle portait une nouvelle chemise en flanelle d'apparence impeccable et des bottes de créateur recouvertes de boue artificielle. Derrière elle, 2 grandes jardinières LED, d'un blanc éclatant, avaient été placées de chaque côté de la porte, débordant de fleurs en plastique. Je suis sorti de la voiture, le crissement du gravier sous mes bottes résonnant comme une explosion dans la montagne tranquille. Molly a levé les yeux, son sourire se figeant quand elle m'a vu. « Oh, salut, Kurt, dit-elle, arrachant son téléphone de la balustrade. « Qu'est-ce que tu fais ici? Maman a dit que tu étais, tu sais, contrarié. » Contrarié, répétai-je, ma voix neutre. Je la dépassai et montai les marches. « Prends tes affaires, Molly. Tu dois partir. »« Ouah, d'accord, c'est impoli. » Elle ricana, me suivant. Je suis littéralement au milieu d'une séance photo. C'est pour mon travail. J'ai mis ma clé dans la serrure. Elle ne tournait pas. Mon sang se glaça. J'ai réessayé, la faisant bouger, poussant. Rien. Oh, oui, dit Molly d'une voix enjouée derrière moi. Maman a fait changer les serrures. Elle a dit que les anciennes étaient probablement rouillées et que ce n'était pas sûr. Elle veille juste sur moi. Je me suis retourné lentement. Elle a changé les serrures? Bien sûr. Pour ma sécurité. Tu aurais dû voir celle de la porte arrière. Elle tombait littéralement en morceaux. Elle croisa les bras, soudain défiante. Écoute, Caroline, je ne sais pas pourquoi tu en fais tout un plat. Ce n'est qu'une cabane. Tu ne l'as même pas beaucoup utilisée. J'étais ici tous les étés de ma vie, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. J'étais ici le mois dernier, aidant grand-père à empiler du bois pour un hiver qu'il ne verrait jamais. Où étais-tu, Molly? À un festival. Son visage rougit. Ce n'est pas juste. J'étais occupé. Et maman a dit que c'était bien. Et elle a dit que tu t'en ficherais. Maman s'est trompée. J'ai regardé par-delà elle, vers les bois, vers le pic familier de la montagne. Je sentais la présence de mon grand-père partout, dans le soupir des pins, dans le bois brut du porche. Et je sentais une résolution se durcir en moi, solide comme le granit. Tu as 24 heures pour quitter cette maison, ai-je dit, sortant mon téléphone. Ou quoi, me défiatait-elle. Tu iras le dire à maman? C'est elle qui m'a laissé entrer. Ou je te ferai expulser pour intrusion, ai-je dit. Et j'ai commencé à filmer. J'ai panoramisé lentement, capturant les nouvelles serrures, les jardinières blanches, le visage indigné de Molly, sa voiture, la voiture de ma mère. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça, hurla-t-elle,
frappant mon téléphone. Je reculai. C'est ma propriété, Molly. Et tu es ici sans ma permission. C'est une preuve. Une preuve? Mon Dieu, tu es une telle intello, Caroline. Ce n'est pas un tribunal. Ça le sera, ai-je dit. J'ai arrêté d'enregistrer et j'ai composé le 911. Tu ne ferais pas ça, Alta-TL, ses yeux écarquillés d'un mélange de peur et d'incrédulité. Je le fais, ai-je dit. J'ai signalé une effraction et une intrusion sur ma propriété, donnant à la répartitrice l'adresse et mon nom en tant que propriétaire légal. Lorsque le shérif adjoint local est arrivé, un homme aimable qui avait connu grand-père Arthur, c'était le chaos. Ma mère était arrivée, alertée par un SMS affolé de Molly. Officier, c'est un malentendu familial, a déclaré Suzanne, lissant son blazer. Mes filles sont juste émotionnelles après le décès de leur grand-père. L'adjoint, un homme nommé Harris, m'a regardé. Madame, c'est vous qui avez appelé. J'ai présenté mon permis de conduire et les documents d'exécutrice testamentaire que j'avais apportés. Cette propriété m'a été léguée, officier. Ma mère et ma sœur sont entrées sur la propriété sans mon consentement, ont changé les serrures, et ont refusé de partir. Suzanne était livide. Caroline, tu embarrasses cette famille. C'est une affaire civile, principalement, a dit l'adjoint Harris, ajustant son chapeau. Mais madame, dit-il à Molly, si cette dame est la propriétaire et qu'elle veut que vous partiez, vous devez partir. Mais toutes mes affaires sont à l'intérieur, gémit Molly. Alors tu peux convenir d'un moment avec ta sœur pour les récupérer, sous ma supervision, ai-je dit, ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Ma mère m'a jeté un regard d'une telle pure méchanceté que j'ai presque tressailli. Tu as fait passer ton message, Caroline. Tu as eu ton petit moment de pouvoir, mais ce n'est pas fini. Non, dis-je, soutenant son regard. Ça ne l'est pas. Alors qu'elle s'éloignait, Molly sanglotant sur le siège passager du SUV de Suzanne, je me tenais sur le porche, le silence des bois revenant. Je devrais appeler un serrurier. Je devrais défaire les travaux de peinture qu'elles avaient commencés. Mais en regardant la porte qu'elle m'avait fermée au nez, je sentis un étrange calme. Ma mère avait déclaré la guerre, mais elles avaient oublié une chose cruciale. Elle avait oublié ce que je faisais dans la vie, et elle avait oublié qui son père était vraiment. Le serrurier était cher, mais le déclic du nouveau barillet tournant sous ma clé originale donnée par grand-père fut le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. La cabane était un désastre. Molly n'y était restée que 48 heures, mais l'endroit était en désordre. Des bouteilles vides de shake protéiné jonchaient le comptoir. Des boîtes de chaussures de créateurs étaient empilées près de la porte et dans la cuisine. Je dus me préparer. La moitié d'un mur était peinte d'une teinte rose millénaire aveuglante et brillante. Elles avaient peint par-dessus les armoires en pain sculpté à la main que grand-père et moi avions restauré un été. J'ai passé le reste de la journée à nettoyer, à frotter, et à documenter. J'ai pris plus de 200 photos des dégâts, des nouvelles serrures qu'elles avaient installées, et de la peinture rose. Chaque coup d'éponge, chaque cliché, c'était comme de l'acier forgé dans ma colonne vertébrale. Ce n'était plus seulement du chagrin, c'était un combat. Ma mère, Suzanne, avait toujours été comme ça. C'était une femme qui valorisait les apparences avant tout. Son rôle de directrice de banque dans notre petite ville n'était pas seulement un emploi, c'était son identité. Elle était précise, soignée, et entièrement dominatrice. Elle gérait l'argent, et elle essayait de gérer les gens de la même manière, comme des actifs et des passifs. J'avais clairement toujours été un passif. J'étais calme, studieuse, et j'avais hérité de l'amour de mon grand-père pour l'histoire et la nature, des choses que Suzanne trouvait non rentables. Molly était son actif. Molly était belle, populaire et malléable. Suzanne avait investi toutes ses ressources dans Molly, finançant ses tentatives universitaires ratées, son blog lifestyle et sa garde-robe. Molly était le reflet du succès de Suzanne. J'étais un rappel de son père, un homme qu'elle trouvait têtu et sentimental. Mon grand-père, Arthur, et moi étions les marginaux. Tandis que ma mère équilibrait les comptes, grand-père et moi équilibrions des bûches sur les ruisseaux. C'est lui qui m'a acheté mon premier livre ancien, qui m'a appris que l'histoire n'était pas seulement des dates, mais des récits. C'était un charpentier, un homme qui construisait des choses de ses mains, et il avait toujours eu une méfiance silencieuse envers le monde des chiffres rapides et sophistiqués de ma mère. Je me suis souvenu d'une conversation d'il y a des années. J'étais rentré de l'université et lui rendais visite à la cabane. Ta mère,
elle a toutes les arêtes vives, celle-là, avait-il dit, taillant un morceau de pain. Elle aime l'idée des choses plus que les choses elles-mêmes. Elle aime l'idée de la famille, mais n'a pas le temps pour les gens qui en font partie. Elle aime l'idée de cette cabane, la valeur du terrain, mais déteste les araignées. J'avais ri. Elle déteste les araignées. Il avait arrêté de tailler et m'avait regardé, ses yeux bleus vifs. Elle essaiera de te dire ce qui a de la valeur, Caroline, ne la laisse pas faire. Tu sais ce qui est réel. Tu as de bonnes racines, ma fille. Ne la laisse jamais les couper. Maintenant, en frottant la peinture rose d'un poêle à bois centenaire, ces mots résonnaient. Ma mère ne détestait pas seulement les araignées. Elle détestait tout ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Tout ce qui ne correspondait pas à son récit soigné et rentable. Et le testament de grand-père Arthur, son dernier acte d'amour et de défi, me laissant sa possession la plus précieuse, était la perte ultime de son contrôle. Elle ne donnait pas la cabane à Molly par favoritisme. Elle essayait d'effacer sa décision finale. Elle essayait de réécrire l'histoire pour corriger le testament selon ce qu'elle croyait qu'il aurait dû être. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. C'est Caroline, a demandé une voix masculine suave. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Marc. Je suis un ami de Suzanne. Je suis aussi avocat. J'appelle pour discuter de cette petite situation de cabane et voir si nous ne pouvons pas la résoudre à l'amiable. Mon sang s'est glacé. Ma mère avait fait appel à un avocat. Il n'y a rien à résoudre, ai-je dit, gardant ma voix stable. La cabane est légalement à moi. Le testament est clair. Ah, oui, le testament, a dit Marc avec un ricanement condescendant. Les testaments peuvent être des choses délicates, contestées tout le temps. Votre mère et votre sœur sont, comme vous pouvez l'imaginer, assez bouleversées. Elles estiment que votre grand-père, à son vieil âge, n'était peut-être pas tout à fait sain d'esprit lorsqu'il a fait ce legs particulier. J'ai serré le téléphone. Mon grand-père était plus lucide que nous tous réunis jusqu'à la fin. C'est un joli sentiment, a gloussé Marc. Mais votre mère est préoccupée. Elle pense qu'il était sous une influence indue. Influence de ma part? J'ai ri d'un rire court et amer. Je suis une archiviste juridique. C'était mon grand-père. Nous nous aimions. Ma mère est juste en colère de ne pas avoir eu ce qu'elle voulait. Maintenant, Caroline, ne nous laissons pas emporter par l'émotion. Suzanne est prête à être très généreuse. Elle est prête à vous offrir un rachat en espèces significatif pour votre intérêt dans la propriété. Assez pour faire un très bel acompte sur un condo en ville. Vous aimez la ville, n'est-ce pas? Laissez la cabane à Molly. Prenez l'argent et tout le monde s'en va heureux. Il lui ressemblait exactement. Poli, hypocrite, et totalement méprisant. C'était une copie carbone de ses valeurs, emballée dans un costume à rayures. Il n'était pas un ami, il était une arme. Un rachat, répétai-je, le mot ayant un goût de cendre. Vous voulez que je vende l'héritage de mon grand-père? Vous voulez que je vende l'endroit qu'il a construit de ses propres mains pour que ma sœur puisse y prendre des selfies? C'est juste un actif, Caroline. Ne soyez pas sentimentale. Ce mot encore, sentimental. L'insulte préférée de ma mère. Que les choses soient très claires, Marc. Dites ceci à ma mère, la cabane n'est pas un actif. Elle n'est pas à vendre. Ni maintenant. Ni jamais. Si elle ou Molly met à nouveau les pieds sur ma propriété, je les ferai arrêter. Et si vous voulez contester le testament, je vous invite à essayer. Je suis archiviste. Je garde tout. J'ai raccroché, mes mains tremblantes, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline. Ils avaient formellement introduit l'antagoniste, et il avait, en un court appel téléphonique, confirmé toutes mes suspicions. Il ne s'agissait jamais de ce dont Molly avait besoin. Il s'agissait de ce que Suzanne voulait, gagner. L'enveloppe à l'aspect officiel est arrivée une semaine plus tard. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Une requête en contestation de testament déposée par Suzanne et Molly, représentée par le cabinet d'avocats de Marc, dont le nom complet était Marc Dalton. La requête affirmait, comme il l'avait signalé, que grand-père Arthur était de capacité mentale diminuée et avait été indûment influencé par moi. Elles exigeaient que le testament soit invalidé et que la cabane soit remise à la succession pour être gérée par Suzanne. Elle l'avait réellement fait.
Elles allaient se tenir devant un tribunal et calomnier la mémoire de leur propre père et grand-père. La rage que je ressentais était froide et vive comme un glaçon. Elle me libéra l'esprit. Ma mère et Marc Dalton pensaient que c'était une querelle familiale émotionnelle et désordonnée. Ils allaient découvrir que c'était un problème de gestion des archives, et j'étais la meilleure gestionnaire d'archives qu'ils n'aient jamais rencontrée. C'était le tournant. Je n'étais plus une petite fille en deuil. J'étais une plaignante. J'ai pris un jour de congé et je suis allé à ma banque. J'ai vidé la moitié de mes économies, le fonds de précaution que j'avais constitué pendant des années, et je l'ai transféré sur un nouveau compte. J'ai marché dans la rue jusqu'au meilleur et le plus impitoyable cabinet d'avocats spécialisés dans les successions de la ville, et j'ai engagé une avocate nommée Misélanie. C'était une femme plus âgée avec des yeux perçants et une attitude sans fioriture. Ils contestent, ai-je dit, posant la requête sur son bureau poli. Ils allèguent une influence indue et une capacité diminuée. Ils ont aussi déjà commis une intrusion et causé des dommages à la propriété, que j'ai documentée. Madame Elani a lu la requête, son expression illisible. Votre mère est la pétitionnaire et elle est directrice de banque? Oui, ai-je dit. Et votre profession? Vous êtes archiviste juridique? Oui. Elle a levé les yeux du papier, un léger sourire sur ses lèvres. Oh, c'est une erreur, une grosse de leur part. Je veux me battre contre ça, ai-je dit, et je veux une contre-plainte pour dommages et intérêts et frais de justice, mais je veux aussi passer à l'offensive. Je veux la e-discovery. Je veux tout. Discovery, a dit Madame Elani, le mot sonnant comme si elle savourait un bon vin. Compte tenu de la position de votre mère et de son rôle de pétitionnaire, cela pourrait être très intéressant. Ils ont ouvert une porte qu'ils vont regretter. Mon piège astucieux n'était pas seulement le testament lui-même. C'était le contexte. C'était la preuve d'une vie entière que j'avais. En tant qu'archiviste, je ne jette rien. Je classe. Je préserve. Je suis rentré chez moi et j'ai sorti 3 grandes boîtes d'archives soigneusement étiquetées du haut de mon placard. Correspondance Arthur 1998 à 2010. Correspondance Arthur 2011 à 2020. Correspondance Arthur 2021 présent. À l'intérieur se trouvaient des centaines de lettres, de cartes, et plus tard, des emails imprimés. Chaque carte d'anniversaire, chaque note juste parce que, chaque lettre décousue qu'il m'avait envoyée de la cabane. Je les avais toutes en ordre chronologique. Septembre 2022. Chère Caroline, ta mère me harcèle encore à propos des implications fiscales de ce terrain. Je lui ai dit que la seule implication qui m'importe est l'ombre des pins. Janvier 2023. Molly a rendu visite, est arrivée dans une voiture clinquante avec un jeune homme qui semblait n'avoir jamais vu une pelle. Elle m'a demandé si Internet était bon ici. Est resté 20 minutes. Mars 2023, 6 mois avant son décès. Je viens de rencontrer mon avocat, le fils du vieux monsieur Henderson. Tout est réglé comme nous l'avons discuté. Tout est à ton nom, ma fille. Je sais que tu prendras soin de cet endroit. Tu es la seule à le voir. À le voir vraiment. Ne laisse pas le bruit de ta mère s'interposer. Ce n'était pas juste sentimental. C'était une chronologie documentée de l'état mental de mon grand-père, de ses intentions et de sa relation compliquée avec ses filles. C'était une réfutation parfaite, datée et signée, de toute leur affaire. Mais Madame Elani et moi n'allions pas nous arrêter là. Votre mère était la secondaire sur les comptes bancaires de votre grand-père, n'est-ce pas, a-t-elle demandé lors de notre prochaine réunion. Pour l'aider à payer ses factures? Oui, ai-je dit. Elle a insisté. Elle a dit que c'était plus facile pour elle de gérer ça, étant donné qu'elle travaillait à la banque. Et le testament vous a nommé exécutrice, vous donnant autorité sur tous ses comptes et enregistrements à compter de son décès? Oui. Misélanie a souri. Bien. Nous allons assigner les relevés complets et non expurgés de tous les comptes auxquels votre mère avait accès, remontant à 10 ans. 10 ans, ai-je dit, surprise. Pourquoi si longtemps? Une allégation de capacité diminuée implique un déclin à long terme. Ils soutiennent qu'il a été vulnérable pendant des années. Alors, jetons un coup d'œil à ses finances pendant ces années vulnérables. Voyons qu'il influait réellement. Une froide prémonition a parcouru ma colonne vertébrale. Ma mère, la directrice de banque, les comptes de son père, son insistance à gérer les choses. Ce n'était plus seulement une question de cabane. Il s'agissait de quelque chose de bien plus sombre.
L'enquête était lancée. Nous ne défendions pas seulement un testament. Nous déterrions une histoire. Le processus de discovery était une machine lente et laborieuse. Madame Elani a déposé les assignations, et l'ami de ma mère, Mark Dalton, a déposé des requêtes pour les annuler, affirmant qu'il s'agissait d'une expédition de pêche invasive, non pertinente et malveillante. La juge, une femme réputée pour son intellect aiguisé, n'était pas d'accord. Les pétitionnaires ont ouvert la porte sur la capacité et la vulnérabilité financière du défunt, a-t-elle statué. La défense a le droit d'explorer cela. La première confrontation n'a pas eu lieu dans une salle d'audience, mais sur le territoire neutre du bureau d'un médiateur, une étape obligatoire avant le procès. La pièce était beige, le café rassis, et la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Nous étions moi et Milani d'un côté de la table polie, et Suzanne, Molly et Marc de l'autre. Ma mère avait l'air furieuse, son visage un masque de calme tendu, son blazer d'un gris tranchant comme une armure. Molly, elle, semblait juste s'ennuyer, tapotant ses ongles en acrylique sur son téléphone sous la table jusqu'à ce que Marc lui siffle d'arrêter. C'est une perte de temps pour tout le monde, commença Marc, souriant de son sourire lisse et insincère. Mes clients ont fait une offre généreuse, un rachat en espèces. Mettons un chiffre sur la table, sinon les papiers, et mettons fin à ces désagréments familiaux. Miss Elani ne le regarda même pas. Elle regarda ma mère. Miller, dit-elle, utilisant le nom de jeune fille de Suzanne, nous ne sommes pas ici pour discuter d'un rachat. Nous sommes ici pour vous informer que nous allons procéder au procès. De plus, nous allons intenter une action en justice pour tous les frais de justice, le coût total de la réparation des dommages à la propriété de mademoiselle Caroline et des dommages punitifs pour le caractère futile de cette poursuite. Molly halta. Des dommages punitifs pourquoi? Pour mensonge, ai-je dit, ma voix tranchant dans la pièce. Pour avoir calomnié la mémoire de mon grand-père? Pour intrusion? Pour destruction volontaire de propriété. Caroline, ça suffit, s'écria ma mère, sa contenance se brisant. Tu as eu ta petite crise. Tu as fait passer ton message. Maintenant, il est temps d'être une adulte raisonnable. Marc a une offre de 75 000 $. C'est plus que ce que vaut ce tas de bâtons. Prends-le. Non, ai-je dit. 100 000 $, cracha-t-elle, les yeux brillants. Ce n'est pas une question d'argent, maman, et tu le sais. C'est ridicule, interrompit Marc. Votre dossier est un non-sens sentimental. Nous avons des affidavits sous serment de parties concernées selon lesquels votre grand-père était confus, oublieux, qu'il était isolé, qu'il était une cible privilégiée pour le genre d'influence que vous. Vous avez des affidavits de qui? Interrompit Madame Elani. Laissez-moi deviner. Une amie de Molly qui l'a vue une fois, une voisine à qui Suzanne a parlé. Nous avons son médecin. Nous avons son avocat, et nous avons... Elle tapa sur un épais livre relié qu'elle avait posé sur la table, plus d'une décennie de correspondance lucide, manuscrite. Mais ce n'était pas la révélation. La révélation fut ce qui vint ensuite. Et nous avons aussi, dit Madame Elani, glissant une seule feuille de papier sur la table, les relevés bancaires, le premier lot. C'était une feuille de résumé, juste une simple page avec des dates et des chiffres. Les yeux de ma mère se posèrent dessus, sa main, qui reposait sur sa mallette en cuir, se crispa. Elle ne ramassa pas le papier. Comme vous le savez, Suzanne, dis-je, me penchant en avant, vous étiez sur le compte courant de grand-père pour payer ses factures. La facture de téléphone, la facture d'électricité, les taxes foncières, tout cela s'élevait en moyenne à environ 4 cents $ par mois. Et alors, dit Suzanne, la voix tendue. Alors, je me demande pourquoi, au cours des 5 dernières années, il y a eu un retrait systématique et récurrent d'exactement 2 000 $ le 28 de chaque mois, un virement. Et puis, il y a 2 ans, un autre virement mensuel, celui-ci de 1 500 $. Molly, pour la première fois, leva les yeux de son téléphone, le front plissé de confusion. De quoi parle-t-elle? Le visage de ma mère était devenu pâle, d'un blanc maladif sous son maquillage soigné. C'est absurde. C'était pour ses dépenses. Il avait des factures médicales. Il avait une excellente assurance, ai-je dit doucement. Je m'occupais de ses papiers médicaux. Ses quotes-parts étaient de 20 $. Non, cet argent, 3 500 $ par mois, ce n'était pas pour lui. Il a été transféré de son compte courant vers un compte d'épargne à haut rendement.
J'ai glissé une deuxième feuille de papier sur la table. Ceci, ai-je dit, un compte d'épargne dont vous étiez la seule co-signataire, maman. Un compte dont je, en tant qu'exécutrice, n'avais jamais entendu parler. Un compte qui n'était pas répertorié dans la succession. Marc Dalton arracha le papier, ses yeux le parcourant, sa confiance mielleuse s'évanouissant. C'est irrégulier, mais... C'est du vol, maman, ai-je dit, et le silence tomba dans la pièce. Vous siphonnâtes de l'argent de votre propre père pendant des années, le cachant, le détournant. Vous osez, siffla Suzanne, se levant de sa chaise. Comment osez-vous m'accuser? Je n'accuse pas, ai-je dit, ma voix tremblante, mais ma détermination ferme. Les relevés bancaires le sont. C'est 42 000 $ par an pendant 5 ans. Cela fait plus de 200 000 $. La mâchoire de Molly était tombée. Maman, de quoi parle-t-elle? 200 000 $? La réaction de Suzanne fut toute la confirmation dont j'avais besoin. Elle ne le nia pas. Elle n'offrit aucune explication plausible. Elle se déchaîna. Espèce de petite sorcière ingrate, cria-t-elle, pointant un doigt tremblant vers moi. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, tu as toujours été sa préférée, toujours à lui chuchoter à l'oreille, à le monter contre moi. Il me devait ça. C'est moi qui m'occupais de lui. C'est moi qui étais là. Tu étais à la banque, ai-je crié en me levant. Tu étais à la banque, utilisant ta position pour voler un vieil homme, ton père. C'est pourquoi tu voulais la cabane pour Molly. Il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait de cacher ça. Tu pensais que si tu donnais la cabane à Molly, tu pourrais te débrouiller avant même la lecture du testament, avant que moi, l'exécutrice, ne voie les vrais chiffres. Tu essayais de brouiller tes pistes. Le médiateur, un homme effacé qui était resté silencieux, prit enfin la parole. Je pense que cette médiation est terminée. Suzanne attrapa sa mallette. C'est une calomnie. Vous n'avez aucune preuve. Nous avons les numéros de compte, maman, ai-je dit, ma voix baissant. Et nous allons assigner les relevés du compte sur lequel l'argent a été transféré, votre compte. Marc Dalton attrapa le bras de Suzanne. Suzanne, nous partons maintenant. Il regarda Madame Elani, le visage livide. C'est une grossière déformation. Ma cliente ne sera pas calomniée. Ce ne sont pas des accusations, Monsieur Dalton, dit Milani, rangeant déjà sa mallette. Leurs pièces à conviction vous attendront au procès. Elles sont sorties en trombe, Molly les suivant, pour une fois dans sa vie, silencieuse, son visage un masque de compréhension horrifiée et naissante. Les répercussions de la médiation furent une avalanche. Marc Dalton, réalisant qu'il était lié à un navire en perdition de crimes de niveau criminel, déposa rapidement une requête de retrait de son poste d'avocat, citant des divergences inconciliables avec ses clients. Suzanne fut contrainte d'engager un nouvel avocat de la défense pénale, moins poli et beaucoup plus cher, qui lui conseilla immédiatement d'invoquer le 5e amendement sur toutes les questions financières dans l'affaire civile. Cela, bien sûr, équivalait à un aveu de culpabilité aux yeux du tribunal successoral. Mais ma mère était un animal acculé, et les animaux acculés sont les plus dangereux. Elle ne pouvait pas me combattre sur les faits, alors elle essaya de me combattre par l'intimidation. Les serrures du nouveau cabanon de la cabane furent forcées. Un grand tag de graffiti, la signature négligée d'influenceuse de Molly, fut peint à la bombe sur le côté du bûcher. J'ai reçu une demi-douzaine d'appels bloqués au milieu de la nuit qui n'étaient que du silence. C'était désespéré. C'était mesquin. Et tout cela fut capturé par les nouvelles caméras de surveillance que j'avais installées autour de la propriété. Pendant ce temps, Miss Elani et moi bâtissions notre dossier, et il devenait plus grand que je n'aurais jamais pu l'imaginer. L'assignation complète de 10 ans des finances de mon grand-père et de ma mère dressait un portrait non pas de quelques indiscrétions, mais d'une campagne systématique et à long terme d'abus financiers. Le virement de 2 000 $ par mois n'était que le début. C'était la caisse noire qu'elle avait constituée. Les véritables dégâts se trouvaient dans les comptes d'investissement. Regardez ceci, dit Madame Elani, désignant une ligne sur un relevé d'il y a 3 ans. Votre grand-père avait un portefeuille sain d'actions de premier ordre, solide, stable, versant des dividendes. À cette date, votre mère, utilisant son pouvoir, a vendu 80 000 $ d'entre elles. Pourquoi, ai-je murmuré, me sentant mal. Pour réinvestir, dit Miss Elani, glissant un autre papier.
Elle a placé l'argent dans cette LLC de Molly S Lifestyle, une société écran, enregistrée au nom de votre sœur. L'adresse commerciale, le domicile de votre mère. Tout y était. Les 80 000 $ étaient l'argent de départ de la marque de Molly. Cela a payé la décapotable rose. Cela a payé les vêtements de créateur. Cela a payé les voyages à Bali et les postes sponsorisés qui n'étaient en réalité que le fait qu'elle dilapidait le fonds de retraite de son grand-père. Molly n'était pas seulement complice. Elle était la bénéficiaire directe. Tout son succès était un mensonge financé par le vol de ma mère. Suzanne n'avait pas seulement donné la cabane à Molly. Elle lui avait donné tout l'héritage de grand-père Arthur, pièce par pièce, pendant des années. La rage que je ressentais était si profonde qu'elle me laissait à bout de souffle. Toutes ces années où j'avais économisé, travaillant dur à l'université, fier de mon indépendance. Toutes ces années où ma mère m'avait regardé de haut à cause de mon petit travail, alors qu'elle préparait Molly à une vie de gloire bâtie sur des mensonges et de grands larcins. Cela a conduit à la deuxième confrontation. Il fallait le faire. Molly était en difficulté. Sans Marc, sans le flux incessant d'argent de sa mère, que son nouvel avocat avait probablement gelé, elle était à la dérive. Je l'ai trouvée travaillant comme hôtesse dans un restaurant de chaîne locale, un endroit que ma mère aurait considéré comme en dessous d'elle. Je me suis assise à une table dans sa section. Quand elle m'a vu, elle a failli laisser tomber son plateau de verre d'eau. « Qu'est-ce que tu fais ici, Caroline » a-t-elle sifflé. « Nous devons parler » ai-je dit. « Quand est ta pause » 10 minutes plus tard, nous étions assises dans sa voiture, la décapotable rose, qui avait maintenant une longue fissure en toile d'araignée sur le pare-brise. « Si tu es là pour te vanter, vas-y, feignant » marmonna-t-elle, refusant de me regarder. « Je ne le suis pas. Je suis là pour te donner un choix, Molly. » J'ai posé une seule feuille de papier sur son tableau de bord. C'était le document d'incorporation de Molly S Lifestyle LLC, la listant comme PDG et notre mère comme agent financier. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « C'est ton entreprise. Celle que maman a financée en vendant illégalement 80 000 $ d'actions de grand-père. » Sa tête se redressa. « Quoi ? Non, maman. Maman m'a fait un prêt. Elle a dit que c'était un investissement de ses propres économies. Elle a menti, Molly. C'était à grand-père. Tout. La voiture, les vêtements, les voyages. Tu as vécu avec de l'argent volé. » Elle fixa le papier, les poings se connectant avec une lenteur douloureuse. Je pouvais voir le moment exact où son monde se fracturait. Là. La voiture. Mais elle a dit. Maman va perdre cette affaire, Molly. La cabane est à moi. C'est un fait. Mais l'autre chose, le vol, c'est une affaire criminelle. Le juge va renvoyer ça au procureur. Elle va être inculpée. Elle va probablement aller en prison. Molly a commencé à pleurer. Non pas ces sanglots dramatiques habituels, mais de petits hoquets terrifiés. En prison ? Jean, la prison ? Oui. Et en tant que seule bénéficiaire de Molly S Lifestyle LLC, tu es une co-conspiratrice. Tu es au mieux une complice de ces crimes. Ils viendront aussi pour toi. Mais je ne savais pas, gémit elle. Je ne savais pas d'où venait l'argent. Je jure que je ne savais pas. C'est ce que tu devras leur dire, ai-je dit, ma voix s'adoucissant pour la première fois. Molly, je suis là pour t'offrir une porte de sortie. Une façon de rompre avec elle. Tu dois dire la vérité. Tu dois témoigner. Témoigner contre maman ? Témoigner pour toi-même. Tu peux être une victime dans cette affaire ou tu peux être une accusée. Maman t'a utilisé. Elle a utilisé ton ambition et ta volonté de ne pas poser de questions. Elle t'a construit une vie de fantaisie avec de l'argent volé et elle va te laisser prendre la chute avec elle. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une carte de visite. C'est la carte de Madame Elani. Et ceci, je lui ai tendu une deuxième, et la carte d'un avocat de la défense pénale. Il est bon et il attend ton appel. Tu as jusqu'à la date du procès, c'est-à-dire dans une semaine. Tu peux soit entrer dans cette salle d'audience avec notre mère, soit entrer et t'asseoir derrière moi. Je suis sorti de la voiture. Caroline, a-t-elle appelé, sa voix petite. Je me suis retourné. Tu savais tout ça depuis le début ? Je savais que quelque chose n'allait pas, ai-je dit.
Je ne savais juste pas que c'était cette pourriture. Je suis parti, la laissant dans la voiture volée et fissurée, enfin face à une vie qu'elle n'avait pas publiée sur les réseaux sociaux. Le choix lui appartenait. Le jour du procès, la salle d'audience était petite et étouffante. Ce n'était pas un événement familial, mais une audience successorale, et l'air était électrique. Je m'étais assise avec Madame Elanie à notre table, une forteresse de classeurs soigneusement étiquetés et de preuves devant nous. Ma mère, Suzanne, était assise à la table opposée avec son nouvel avocat au visage austère. Elle avait l'air épuisée, le vernis soigné s'étant écaillé, laissant apparaître quelque chose de fragile et de colérique. Elle refusait de me regarder. Puis, juste au moment où le juge allait entrer, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Molly entra. Elle portait une simple robe noire, ses cheveux tirés en arrière. Elle avait l'air jeune et terrifiée. Elle marqua une pause, regarda notre mère, puis moi. Suzanne fit un mouvement de tête sec, presque imperceptible. Un ordre. Molly prit une profonde inspiration, dépassa notre mère et s'assit sur le banc juste derrière moi. Un petit son étouffé s'échappa des lèvres de Suzanne. La trahison dans ses yeux était totale. Le juge entra. C'est l'affaire de la succession d'Arthur Miller. J'ai lu les pétitions et les volumineuses soumissions pré-procès. Miss Elanie, vous pouvez commencer. Miss Elanie était chirurgicale. Elle a établi la validité du testament avec le témoignage de l'avocat de grand-père Arthur. Elle a démantelé l'allégation d'influence indue avec le témoignage de son médecin, qui a confirmé qu'il était vif comme un rasoir. Elle a présenté mes classeurs de ses lettres, lisant ses propres mots sur ses intentions concernant la cabane. Puis elle est passée à la contre-plainte. Votre honneur, nous allons maintenant aborder le véritable motif des pétitionnaires, mademoiselle Suzanne Miller, pour contester ce testament. Ce n'était ni l'amour ni l'inquiétude pour son père. C'était pour dissimuler une décennie d'abus financiers systématiques et de vol. L'avocat de Suzanne bondit sur ses pieds. Objection. C'est une audience successorale, pas un procès pénal. Ces allégations sont infondées et diffamatoires. Asseyez-vous, conseiller, dit le juge, les yeux fixés sur Miss Elanie. La pétitionnaire a affirmé que le défunt était vulnérable à l'influence financière. Je suis très intéressé de voir qui l'influençait exactement. Procédé, Miss Elanie. Pendant l'heure suivante, elle a tout exposé, le compte bancaire secret, les virements mensuels de $3 500, les $210 000 siphonnés de son compte courant, la vente illégale de $80 000 d'actions, la société écran, la LLC de Molly S Lifestyle. À chaque nouvelle pièce à conviction, ma mère s'enfonçait davantage dans sa chaise. La salle d'audience était silencieuse, hormis la voix calme et accablante de Madame Elanie et le bruissement des papiers. La pétitionnaire, votre honneur, ne voulait pas que le testament soit contesté. Elle avait besoin qu'il soit invalidé. Elle avait besoin d'être mise en charge de la succession afin de pouvoir cacher cela. Madame Elanie désigna la montagne de preuves, avant que l'exécutrice légitime, sa fille, ne puisse le découvrir. Finalement, Madame Elanie dit, la défense appelle Molly Miller à la barre. Molly tremblait en prêtant serment. L'avocat de Suzanne tenta de s'objecter, invoquant le privilège familial, mais le juge le repoussa. Mademoiselle Miller, dit doucement Madame Elanie, pouvez-vous parler au tribunal de Molly S Lifestyle LLC? Molly, d'une petite voix tremblante, dit la vérité. Elle raconta au tribunal que sa mère avait créé l'entreprise pour elle, que sa mère avait géré tout l'argent, qu'elle recevait une allocation et qu'on lui avait dit que c'était un investissement. Et cette voiture, dit Madame Elanie, la décapotable rose. Qui l'a payée? Ma mère, par le biais du compte de l'entreprise. Et les voyages, les vêtements, les locations d'appartements, tout ça, murmura Molly. Elle a dit. Elle a dit que nous étions une équipe. Elle a dit que j'étais le talent et qu'elle était l'entreprise. Elle a dit que grand-père. Elle a dit que grand-père aurait voulu que je réussisse. Et saviez-vous, insista, que cet argent provenait des comptes de retraite de votre grand-père? Non, Molly pleura, les larmes coulant sur son visage. Je jure que non. Elle m'a dit que c'était son argent. Je n'aurais jamais. Il aimait cette cabane. Je n'aurais jamais. Je suis tellement désolé, Caroline. Elle me regarda droit dans les yeux, le visage un masque de honte et de regret. Je suis tellement désolé. Ce fut tout. La dernière humiliation publique.
L'affaire n'était pas seulement perdue, elle était anéantie. Le juge, le visage un masque de foudre, regarda ma mère. Madame Miller, dit le juge, sa voix dangereusement calme. Avez-vous ou votre conseil préparé une quelconque explication pour les dossiers financiers présentés aujourd'hui? L'avocat de Suzanne se leva. Votre honneur, ma cliente exercera son droit au 5e amendement concernant ces questions. Le juge hocha la tête lentement. Je vois. Dans l'affaire de la requête en contestation du testament d'Arthur Miller, je déclare que la requête est sans aucun doute frivole, malveillante et déposée de mauvaise foi. La requête est rejetée. Le testament est valide. La cabane et tout son contenu sont la propriété exclusive de mademoiselle Caroline Miller. J'accorde à mademoiselle Caroline Miller tous ses frais de justice ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour le caractère grotesque de ce dépôt, d'un montant de 50 000 $. Elle n'avait pas fini. De plus, dit le juge, sa voix s'élevant, j'ordonne, en ma qualité d'officier de justice, de renvoyer l'intégralité de ce dossier, chaque relevé bancaire, chaque assignation et chaque témoignage, au bureau du procureur de district pour une enquête pénale immédiate concernant de multiples chefs d'accusation d'abus financiers graves sur personnes âgées et de grands larcins. Elle regarda ma mère, qui était devenue d'un gris fantomatique. Vous avez diffamé le nom de votre père pour couvrir vos propres crimes, dit le juge. Vous avez utilisé votre position dans une institution financière pour le voler, et vous avez utilisé vos propres filles comme pions. C'est la démonstration la plus méprisable que j'ai vue dans cette salle d'audience en une décennie. Nous levons la séance. Le marteau frappa comme un coup de feu. Ma mère ne bougea pas. Elle fixait simplement le grain du bois de la table. Elle avait tout perdu. La cabane, l'argent, sa réputation, son emploi, et ses 2 filles. Tout était fini. La chute fut aussi rapide que totale. Avant la fin de la semaine, ma mère, Suzanne, fut arrêtée à son bureau au milieu du hall de la banque. L'humiliation publique était la seule chose qu'elle avait redoutée toute sa vie, et c'était la seule chose qu'elle avait si parfaitement méritée. La banque la licencia immédiatement, publiant une déclaration publique de tolérance zéro pour les fautes financières et lançant son propre audit interne, qui ne fit que révéler davantage. Elle avait utilisé sa position pendant des années, supprimant des frais pour ma sœur, approuvant des prêts qui n'avaient jamais été remboursés. Elle avait construit un château de cartes, et j'avais retiré la seule carte, le testament de grand-père, qui fit tout s'écrouler. Molly, fidèle à sa parole, a pleinement coopéré avec le procureur de district. Elle a obtenu l'immunité en échange de son témoignage contre notre mère. La décapotable rose a été saisie. La LLC a été dissoute. Molly, sans argent, sans emploi et sans domicile, a été forcée de faire la seule chose qu'elle n'avait jamais faite, être une adulte. Elle a emménagé dans un petit appartement partagé, a pris un 2e emploi et a commencé à rembourser le restaurant pour les verres d'eau qu'elle avait laissé tomber. Notre relation était étrange. Elle n'était pas réparée. Ce n'était pas un conte de fées, mais c'était pour la première fois honnête. Elle m'a appelé une fois quelques mois plus tard. Je suis serveuse, a-t-elle dit comme si c'était une confession. C'est bien, Molly, ai-je dit. C'est un travail honnête. Oui, a-t-elle dit après une longue pause. Et, Kerr, je suis vraiment désolé pour la peinture, les serrures et tout. Je sais, Molly, ai-je dit. Moi aussi. C'était un début. Quant à moi, j'ai utilisé les dommages punitifs pour engager un restaurateur d'art professionnel. Il a fallu 3 semaines, mais ils ont réussi à décaper chaque dernière parcelle de peinture rose millénaire des armoires sculptées à la main de mon grand-père. J'ai réparé le bûcher. J'ai replanté les fleurs sauvages indigènes que les jardinières en plastique de Molly avaient écrasées. Je me suis assise sur le porche dans le fauteuil à bascule préféré de mon grand-père avec une tasse de thé. La cabane était calme, remplie de l'odeur de pain et de vieux livres. C'était sûr. C'était à moi. La bataille juridique avait été longue et laide, et elle m'avait coûté la famille que je pensais avoir. Mais elle m'avait aussi donné une nouvelle et profonde compréhension de l'homme qui m'avait laissé ce sanctuaire. Grand-père Arthur, dans sa sagesse tranquille et discrète, avait su. Il avait connu les arêtes vives de ma mère. Il avait connu son obsession pour l'argent, et il avait su qu'en me laissant la cabane, il ne me donnait pas seulement une maison, il me donnait une ancre. Il m'avait aussi, avec sa méticulosité, laissé les outils pour la défendre. Ses lettres, ses instructions claires, sa confiance.
Il m'avait laissé un piège tendu des années à l'avance pour attraper la personne qu'il savait un jour viendrait chercher son héritage. Le procès de ma mère est prévu pour le printemps prochain. Le procureur a une montagne de preuves. Elle purgera, selon toute vraisemblance, une peine de prison. Je ne sais pas si j'irai. Ma paix n'est pas dans cette salle d'audience. Elle est ici. Je suis une archiviste juridique. Mon travail est de préserver la vérité. Et la vérité a enfin été mise en lumière. Le dossier est clos. J'ai regardé les montagnes, les mêmes que mon grand-père avait regardées. Et pour la première fois depuis son départ, la pierre froide de chagrin dans mon estomac avait disparu. J'étais juste en paix.